Club Média 7, c'est le carrefour des journalistes, éditorialistes, chroniqueurs politiques et analystes politiques. Les débatteurs passent ici au peigne fin, l'actualité sous toutes les coutures. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mes invités de ce dimanche, Augustin Sodino, analyste politique. Augustin Sodino, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir les téléspectateurs de la chaîne Mère. Un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Avec nous pour le décryptage de l'actualité de la semaine écoulée, Prosper Vondiankor, rédacteur en chef du Cap FM. Prosper Vondiankor, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir aux amis auditeurs, aux amis téléspectateurs de l'ORTV. Voilà. Cela se comprend, vous êtes à la radio. Mon cher Aziz Adam Soulé, journaliste et analyste politique également, bonsoir. Écoutez, bonsoir Lénaïque, bonsoir à tous ces téléspectateurs qui prennent du plaisir à suivre Club Média 7 tous les dimanches. Merci à vous. Alors, qu'on relaye les journaux parus au cours de la semaine, la réponse est dans ce journal des journaux signé Marcel Arossi. Présidentielle 2026, le virage qui s'annonce tumultueux. À quelques encablures de cette échéance cruciale, bien malin qui pourrait deviner l'issue de cette élection qui est un point d'orgue dans l'agenda des principales formations politiques, qu'elles soient de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. On est dans un épais brouillard et un profond calme qui pourtant n'annonce pas forcément un long fleuve tranquille selon Info Matin. Dans le camp des partis politiques de l'obédience de la rupture, la nuit des longs couteaux se prépare et ce ne sera sans doute pas un combat à fleurs émouchetées, estime le journal. D'ailleurs, les protagonistes probables se regardent en chiens de faïence. Certains essaient d'ailleurs d'occuper par partisans interposés le terrain de manière à s'attirer l'attention de celui dont le choix du dauphin est pour le moment une énigme, selon Info Matin. Dans tous les cas de figure, dans un camp comme dans l'autre, 2026 laissera des traces et le risque d'implosion est grand. Au sein des grands partis politiques, voudrait prévenir le journal. Patrice Talon va de nouveau honorer la mémoire du célèbre roi du Dahomey. C'est un acte fort symbolique, mais empreint d'audace et d'honneur, apprécie Fraternité. Il est désormais le symbole d'un Bénin qui se révèle et se positionne sur l'échiquier mondial, commente le journal. En visite de travail sur le territoire martiniquais du 13 au 17 décembre 2023, le chef de l'État s'inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin de valorisation de son patrimoine culturel, matériel et immatériel et de diffusion de sa création contemporaine au-delà de ses frontières. Beaucoup de détails avec le quotidien de service public aussi. Une pause pour la revue de quelques grands titres. La priorité, imminence des Vodou Days 2024, Ouida reçoit les dernières touches. L'événement précis, interpellé à l'Assemblée nationale sur l'amélioration de la qualité de l'éducation au Bénin, Saliman Karimou donne les assurances du gouvernement aux députés. Le reversement des AME fera passer la masse salariale du simple au triple. Fraternité, question des députés sur la situation des aspirants au métier d'enseignant, les garanties sociales du gouvernement, les étapes du reversement des aspirants déjà annoncées. Selon Paterne Silas Bebodé, responsable des AME, l'attente a été longue, mais l'accouchement a donné un bébé chétif. Bénin intelligent, art du Bénin en Martinique, un symbole fort. Le télégramme, question orale à l'Assemblée nationale, les AME ont bénéficié du hautement social de la part du gouvernement. Fraternité, coopération bilatérale entre deux pays voisins, le pipeline, l'incontournable cordon ombilical entre le Bénin et le Niger. Jeune Afrique, au Sénégal, la justice ordonne la réinscription de Sonko sur les listes électorales. TV5 Monde, Sénégal, Ousmane Sonko revient dans la course présidentielle. Jeune Afrique, Sonko visé par un introuvable Qatargate. L'opposant incarcéré depuis juillet 2023 a-t-il bénéficié d'un financement occulte du Qatar en vue de la présidentielle? Point d'interrogation. Présidentielle en Égypte, un scrutin pourquoi faire s'interrogent certains médias. Initialement prévu pour se tenir en mars 2024 et avancé de quelques 3 mois, la présidentielle en Égypte a eu lieu du 10 au 12 décembre 2023. Les Égyptiens aux urnes pour une présidentielle acquise au sortant, Abdel Fattah al-Sisi a titré France 24. En l'absence de figure emblématique de l'opposition dont il a travaillé en amont à empêcher les candidatures, le maréchal al-Sisi se retrouve face à 3 challengers sans notoriété publique ni ancrage populaire et dont la participation à ce scrutin tient du fait que leurs candidatures respectives ont reçu l'aval de l'homme fort du Caire, lequel compte s'en servir pour donner le change à la communauté internationale dans cette consultation populaire qui relève plus de la mise en scène
africaine que d'une compétition électorale visant au renforcement de la démocratie au pays des pharaons. Dans ce pays de 106 millions d'habitants confrontés à la plus grave crise économique de son histoire, les questions liées au pouvoir d'achat seront la priorité. 2/3 de la population vivant en dessous ou juste au-dessus du seuil de la pauvreté. Malgré les difficultés de l'Égypte, aucune opposition sérieuse ne semble pouvoir exister sous le règne de Al-Sisi, 5e président issu des rangs de l'armée depuis 1962 qui dirige le pays d'une main de fer, observe TV5 Monde. C'est dire si avant même le début de la compétition électorale, les dés sont déjà pipés et le vainqueur est connu d'avance. Dans ces conditions, avait-on encore besoin, dans le fond, d'organiser un vote? Question. Au Sahel, le G5 devient finalement G0. La Mauritanie et le Tchad signent son acte de décès selon Radio France Internationale. Les deux derniers pays ont en effet évoqué mercredi 6 décembre la dissolution de l'alliance anti-djihadiste créée en 2014 après le retrait des 3 autres membres, précise France 24. Les présidents Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Mahamat Idriss Déby Itno ont exprimé leur intention de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions de la Convention portant création du G5 Sahel, notamment en son article 20 portant dissolution de la dite organisation, rapporte le pays. Après le retrait des 3 pays qui se sont regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'organisation réduite au G2 n'était qu'une coquille vide selon plusieurs observateurs et les 2 pays n'avaient d'autre choix que de prononcer sa mort. Cela dit, la Mauritanie et le Tchad vont-ils rejoindre les 3 têtes brûlées? Décembre, ça commémore aussi la mémoire de Norbert Zongo, journaliste d'investigation, ancien directeur de publication du journal L'Indépendant au Burkina Faso, assassiné le 13 décembre 1998. En plein milieu d'après-midi, un véhicule enflammé est retrouvé sur la route nationale 6, près de Sapui, dans le sud de Burkina Faso. Une macabre découverte qui va secouer le pays jusqu'à son sommet. Il y a 25 ans, à bord du robuste 4x4 noir, un Land Cruiser Toyota dont la carcasse est encore fumante, les premiers témoins puis les policiers découvrent 3 corps sans vie partiellement calcinés. Aucune trace de freinage ou de collision n'est observée sur les lieux et rien ne semble indiquer un banal accident aux conséquences tragiques. C'est le 4e cadavre retrouvé gisant tout près du véhicule qui met la police sur la piste du ou des criminels. 2 douilles sont retrouvées près de lui, raconte Jeune Afrique. Cela fait un quart de siècle. Norbert Zongo ne repose pas en paix, va titrer Wakatsera. 25 ans que la famille et les avocats de Norbert Zongo attendent toujours l'ouverture d'un procès où comparaîtrait le frère de l'ex-président Blaise Compaoré, François, principal suspect dans cet assassinat et que la famille soupçonne d'avoir donné l'ordre de cette exécution sommaire. Merci à vous, cher Marcel Arossi. Une actualité nationale et internationale bien croustillante, bien riche. Le décryptage de celle domestique, c'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Et je démarre avec vous, cher Augustin Sodinou, diplomatie territoriale et coopération décentralisée, avec en toile de fond l'histoire, la culture, le tourisme. Patrice Talon a séjourné cette semaine en terre martiniquaise. La Martinique, une île paradisiaque aux effluves du passé esclavagiste. Alors dites-nous, quel sens revêt pour vous ce déplacement du chef de l'État? Vous savez, depuis 2016, le Bénin, sous l'impulsion du chef de l'État, sur son leadership éclairé, a envie de se révéler à nous-mêmes et de se révéler au monde entier. Et la culture, la tradition béninoise étant très riche et diversifiée, nous avons besoin de promouvoir toutes ces valeurs ancestrales, toutes ces valeurs qui nous identifient et qui font de nous en réalité ce que nous sommes. Car, excusez, on dit que lorsque vous perdez tout, ce qui vous reste, c'est votre culture. Alors donc, le Bénin, sur ce chantier de promouvoir ses valeurs et d'impulser aussi le tourisme, a besoin de faire exporter et de faire connaître davantage cette culture. Et la terre Martinique, comme vous êtes en train de la présenter, n'est pas étrangère à une partie de notre histoire en ce qui concerne l'esclavage, tout ce que nous avons connu.
Et aujourd'hui, le chef de l'État va pour vendre le Bénin, pour montrer les atouts, les valeurs et toutes les richesses culturelles que regorge notre pays pour, à travers la Martinique, non seulement pour les Martiniquais, mais aussi pour le monde entier, pour pouvoir valoriser ce que nous avons, ce qui va faire beaucoup du bien, beaucoup de revenus pour notre pays. Aziz Adam Soulé, la Martinique et le Bénin ont de puissants liens historiques. D'ailleurs, Patrice Talon a visité le fort Tatinson, fort militaire où a séjourné le roi Béhanzé. C'est un motif de satisfaction et de fierté. Quand vous avez des potentialités et vous-même, vous ne vous donnez pas de la valeur pour les promouvoir, eh bien, n'attendez pas que ce soit des personnes extérieures qui viennent vendre, par exemple, la destination Bénin. Et M. Sodino le disait tout à l'heure dans ses propos, depuis 2016, on sent, en tout cas, chaque jour que Dieu fait, une volonté manifeste de booster les choses. En témoigne cette visite récemment que le président, vous en parlez tout à l'heure, a effectuée en terre martiniquaise. Il faut dire que c'est en droite ligne de cette volonté-là manifeste qui a démarré depuis ce bon moment. C'est-à-dire que vous avez parlé du cas de Béhanzé, on peut même parler des liens séculaires entre la Martinique et le Bénin. On sait combien ce pays-là a beaucoup apporté pour le Bénin, et si ce choix-là du Bénin pour aller visiter la Martinique a été fait, ce n'est pas l'effet d'un hasard. Je pense que au-delà même de cette rencontre, moi je vois plutôt les aspects positifs de ce voyage, notamment les liens de coopération qui seront renforcés. J'ai eu même dit qu'il y aura cette ligne aérienne-là, directe désormais, entre Cotonou et la Martinique. C'est un motif de satisfaction. Ça va permettre également à tous les investisseurs de ce pays-là de venir justement découvrir le Bénin. Pourquoi pas investir? De quoi aussi booster notre économie locale. Et ce sera également pour le bonheur de d'autres pays qui seront visités. Je pense tout simplement que c'est quelque chose à saluer, et d'autres pays également, je suis sûr, je n'en doute point d'ailleurs, d'autres pays seront également dans la liste, ne serait-ce qu'à chaque jour qu'on puisse comprendre que faire le développement, ce n'est pas rester sur place. Souvenez-vous, il a dit également, partout où les compétences seront, il ira les chercher. Partout où un seul individu, qu'il soit béninois ou pas, pourra apporter son grain de sel dans l'édifice à bâtir. Je pense que c'est une volonté à pouvoir encourager tout simplement. Prosper Vondia encore, il faut dire que c'est aussi l'occasion de la célébration de la création artistique contemporaine béninoise avec l'exposition des œuvres d'art de nos plasticiens. On se souvient que Patrice Talon avait pris l'engagement à l'occasion de l'exposition diptyque de révéler nos artistes contemporains au reste du monde. Oui, il avait dit qu'il va révéler les artistes, mais il avait dit qu'il va révéler tout le Bénin. Parce que je me rappelle du programme Bénin Révélé qui était lancé en son temps et qui avait attiré les regards vers le Bénin. De quoi il s'était question. Donc, je suis en train de comprendre jour après jour que Patrice Talon avait sa politique de faire connaître davantage le Bénin aux quatre coins du monde. Et ce n'est pas en restant dans notre coquille que ça va se faire. Il faut se déplacer, il faut aller se vendre. Sinon, personne ne le fera pas à notre place. Donc, ce sont les Béninois qui vont pouvoir vendre le Bénin. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Quand on se déplace vers des terres comme la Martinique, des terres qui ont pour source l'Afrique. Quand on parle de la Martinique, quand on parle de la Guyane, quand on parle de ces pays de l'Antilles et tout ça, même le Brésil, ce sont des pays qui ont beaucoup plus leur base en Afrique. Ce sont des pays bâtis par ces esclaves. Pour ne pas dire surtout au Bénin. Voilà, donc ce sont ces pays qui sont bâtis par l'esclavage en bonne partie. Donc il y a un lien très solide entre ces pays et le Bénin. Et donc il faut renforcer ce lien. Et donc ce déplacement pour moi a de sens, en ce sens que ça va permettre à la culture béninoise d'être davantage révélée. Les artistes vont pouvoir se faire connaître davantage et ça va permettre aux deux pays de nouer des relations, des partenariats qui vont davantage faire en sorte que le tourisme puisse connaître de l'essor. Quand on veut faire du tourisme, quand on veut faire d'un pays un pays touristique, il faut aller vers les autres, il faut aller se faire vendre, il faut aller dire de quoi on est capable, il faut aller parler de ses potentialités et je pense que sur le plan culturel, le Bénin en a suffisamment. La preuve, le président de la République s'est battu corps et âme. Il s'est tout donné pour que nous puissions avoir le retour des biens culturels. C'était un grand projet qui était
utopique au départ. On ne savait pas que cela allait arriver, c'est arrivé. Donc on ne va pas s'arrêter, il faut continuer à en faire davantage pour la culture qui est pour moi un clou pour le tourisme. Si vous parlez de tourisme, vous devez parler de la culture. Donc je pense que ce que le président est en train de faire, c'est dans la même logique de révéler davantage le Bénin, et les artistes ne feront partie que de cette révélation qui a démarré depuis 2016. Augustin Sodinou, au cœur des échanges avec les autorités, il y a également le QCC, le quartier culturel et créatif de Cotonou, qui est en gestation, un espace qui est appelé à faire le pont entre la création artistique africaine, la création artistique afro-descendante et le reste du monde. Vous savez, le chef de l'État a le génie de faire ce qu'il dit. Et pour pouvoir faire ce qu'on a dit, il faut créer le cadre, non seulement le cadre institutionnel, il faut créer le cadre qui permet de recevoir, qui permet les échanges et tout ça. Et donc tous ces projets s'inscrivent dans cet ordre d'idées où lorsque aujourd'hui le président se déplace et va sur la terre martinique pour appuyer ce que tout le monde connaissait, hein, mais sans connaître avec beaucoup plus de précision et tout ça, toutes les potentialités culturelles dont regorge le Bénin et tout le bien que cela pouvait faire en organisant comme ça la promotion du tourisme de la destination Bénin. Car lorsque nous voulons vendre la destination Bénin, il faut avoir du contenu. Et du contenu, donc, la culture béninoise. Donc, il faut ce cadre qui permet de pouvoir toucher du doigt, de pouvoir échanger, de pouvoir travailler, de pouvoir découvrir. D'accord? Donc, c'est une manière de conduire les affaires d'une façon beaucoup plus scientifique que politique. Hein? D'une façon beaucoup plus scientifique, beaucoup plus technique. Et nous saluons le chef de l'État qui fait la part des choses lorsqu'il faut faire du travail scientifique, lorsqu'il faut faire, il faut travailler de façon méthodique, c'est fait et dépouillé de tout bruit politique. Nous le saluons, nous l'encourageons et nous souhaitons que la dynamique continue. Prosper Van encore, d'autres sujets qui donnent du poids à ce déplacement du chef de l'État, ce sont les Vodou Days qui sont en préparation. Il y a le chapelet de musées en construction ou en rénovation un peu partout dans le pays. Et puis le package de projets qui gravitent autour du marketing touristique de la ville de Ouidah. Absolument. Je disais tout à l'heure que personne ne le fera à notre place. Nous devons être les premiers à dire ce que nous avons. Donc le chef de l'État, il a choisi, je pense bien, ses cibles. Il sait à quel pays s'adresser sur telle question. Il n'est pas allé aux Pays-Bas pour aller parler de la culture béninoise. Il est allé pour parler d'autres choses. Il n'est pas allé en Belgique pour aller parler de la culture béninoise. Il est allé parler peut-être de la révélation du port de Cotonou. Donc il connaît, ma foi, chaque pays avec en quelque sorte ses besoins, de quoi il va être question quand ce pays doit collaborer avec nous, quand les gens doivent venir sur le territoire béninois. Pourquoi? Je pense que quand vous parlez de Vodou Days, c'est une initiative et désormais on ne parlera plus du 10 janvier mais on parlera des 9 et 10 janvier et ça, on a besoin de la main tendue de ces pays qui comprennent le bien fondé du vaudou, qui a sa source bien évidemment au Bénin. On a ces pays... En parenthèse, la consultation du TOFA qui revient dans le giron des Vodou Days. Voilà, donc tout ça permet de vendre la destination Bénin en matière de tourisme, en matière de ce que nous avons de plus que les autres. C'est ça qui fait la différence, ce que vous avez que les autres n'ont pas. Maintenant, ils choisissent ces pays qui connaissent les valeurs béninoises, les valeurs de ces esprits, je veux parler comme ça, qui sont au Bénin. Donc quand il va à la Martinique, un pays dont l'histoire parle beaucoup plus du lien entre nous et les populations de ces pays, je pense que c'est une manière de dire que nous avons encore quelque chose de plus. Nous voulons innover. Les Vodou Days, pour moi, on a l'impression que chacun veut marquer son passage, mais attention, il faut reconnaître que c'est une grande valeur qu'il est en train d'accorder à cet aspect de la chose, de notre culture. On a tendance à penser que, bon, on est dans un pays laïque, le président n'a pas besoin de mettre l'accent sur X, sur Y, mais attention, ce que nous avons de plus que les autres, ce sont les Vodou. Et il faut les magnifier, il faut trouver un cadre pour les célébrer. Et pour le faire, il faut aller chercher ses partenaires, il faut aller chercher ceux-là qui viendront voir ce qui se fait pour être bien impressionnés par ce qui se fait. Donc, on va vendre cette initiative de 2 jours désormais. On va permettre aux gens de venir voir ce que nous avons. Je pense que les Vodou Days doivent être au cœur des discussions là-bas pour que les touristes viennent voir ce que nous avons de plus ici au Bénin. Aziz Adam Soulé, je boucle ce sujet avec vous. Patrice Talon qui se fait l'ambassadeur du patrimoine culturel.
Oh, combien riche du Bénin? Entre-temps, on lui avait collé cette étiquette-là de ne pas trop, on va dire, s'intéresser à la culture. Mais aujourd'hui, il montre par A plus B qu'il était dans un plan d'action comme son PAG et le tapis est déjà ainsi déroulé. Vous avez parlé tout à l'heure du projet Vodou Days, ce projet-là. Combien important, combien, je dirais même impressionnant, quand vous voyez tout le package, tout le programme qui est concocté à cet effet, ce n'est pas écouter le temps d'un sommeil ou de quelques 2 heures qui ont suffi pour élaborer tout ce que nous avons pu voir là et tout ce qui sera réalisé. C'est un motif de satisfaction. Oui, Patrice Talon qui est désormais résolument engagé, une révolution culturelle, pourquoi pas, et ça doit pouvoir continuer. Augustin Soginou, nous allons aborder un autre sujet. Avant de s'envoler pour la Martinique, Patrice Talon a présidé le Conseil des ministres. L'une des décisions issues de ce dernier conclave gouvernemental, c'est le remboursement acté de certains prestataires du projet PPEA 2. Un projet, pour ne pas dire un scandale, qui a eu à faire beaucoup de bruit en son temps. Alors, dites-nous, quelle lecture faites-vous de cette décision gouvernementale? La lecture que je fais de la décision gouvernementale est que les actes punissables, quel que soit le temps que cela dure, le peuple peut avoir confiance que la justice sera rendue. Car j'étais personnellement à 1000 lieues d'imaginer que cette affaire fasse encore surface. Pour moi, et peut-être beaucoup d'autres Béninois, c'est que cette affaire est rangée. Mais à la grande satisfaction, nous remarquons qu'il y avait des structures, des entreprises qui avaient presté dans le cadre de ce projet et qui, bon, malheureusement, se sont vus dépouillés ou non, se sont vus refuser le paiement de leurs prestations, simplement à cause de cette gangrène que nous dénonçons tous les jours et qui a la peau dure, la corruption, ce qui empêche le développement. Alors, celui que nous avons aux affaires, c'est un développeur. Il a démontré à maints égards. Cela ne souffre plus d'aucune ambiguïté. Nous n'avons plus de doute au Bénin. Nous savons que nous sommes résolument dans un processus qui, tous les jours, transforme notre vie quotidienne, transforme le cadre dans lequel nous sommes pour nous amener vers une vie meilleure. Alors, ces sociétés, ces entreprises, aujourd'hui, ces Béninois, ces acteurs économiques vont retrouver le sourire, l'espoir de se faire payer, les efforts fournis, qui, entre-temps, vraiment avaient perdu tout espoir d'être payés. Donc, cela ne contribue qu'au bonheur de ces honnêtes citoyens, de ces honnêtes opérateurs économiques qui ont travaillé. Maintenant, cela fait aussi appel à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont participé à des magouilles, ont participé à la corruption au Bénin, de savoir que vous soyez proche ou que vous soyez loin, que vous soyez opposant ou que vous soyez de la mouvance, tôt ou tard, il arriverait que ce que vous avez fait de mal là, ça va revenir, ça va vous rattraper. Et nous avons confiance à la justice béninoise. Et nous savons très bien que lorsque les instructions seront données et que les dossiers seront transmis au niveau de l'appareil judiciaire pour trancher cette affaire-là, nous avons confiance à la justice que justice sera faite. Aziz Adam Soulé a rappelé que le projet PPEA 2, c'est plus précisément le programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement. On se souvient qu'à l'époque, c'est un détournement de plus de 2 milliards de francs CFA qui a été orchestré. La mise en œuvre de l'accord relatif à ce projet a été arrêtée suite à de graves irrégularités constatées, comme on le dit, dans la gestion financière du programme lors de l'audit effectué en 2014. Alors, un comité interministériel a été mise en place en novembre 2018, pour être plus précis, avec pour objectif de procéder à la vérification minutieuse, à l'analyse sur pièce, à la validation et à la régularisation des dettes de l'État. Alors, il faut dire que c'est ce comité qui a rendu donc les résultats de ces travaux pour qu'on en arrive là. Effectivement, il faut d'abord dire que on a beau aimer le régime qui est en place, on a beau ne pas l'aimer, il faut lui reconnaître un mérite.
se mérite, c'est la sincérité, l'efficacité dans la discrétion. Augustin Sondino disait quelque chose tout à l'heure qui ne vous aura pas échappé. Je suis sûr que vous-même, de votre position, quand même c'est vous qui distribuez la parole ici, que vous étiez à milieu de vous imaginer que ce dossier va refaire surface. C'est dire qu'on a tendance parfois à croire qu'on est plus intelligent, mais moi j'ai l'habitude d'appeler ce gouvernement un gouvernement de surprise. Fut-elle agréable ou désagréable, ça dépend de la posture que vous prenez. Alors, voici un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a vraiment frustré beaucoup de personnes. De l'eau, c'est ce que nous avons de plus de plus capital pour les populations. Des fonds alloués pour des personnes qui ne demandent pas mieux. Le commun des Béninois au quotidien utilise l'eau. Alors, tout un processus pour parvenir à une fin, et voilà des personnes mal intentionnées, entre griffes, qui ont décidé de bouffer, on va le dire comme ça, l'argent de l'État. Et un gouvernement qui, l'ancien régime, on va le dire ainsi, qui a voulu faire la lumière sur ce dossier, malheureusement, dont les conclusions n'ont pas été rendues au moment opportun. Ce que moi je retiens dans tout ce processus, c'est d'abord dire félicitations au gouvernement pour avoir osé, pour avoir réellement pris le temps de vérifier avec Munici, parce que nous sommes tous conscients et nous sommes convaincus que les résultats sortis de cet audit-là, si on a même pu constater qu'il y a des dossiers qui ont été sous réserve de vérification, qui ont été mis en attente. Ces dossiers-là, par exemple, au moment opportun, on aura le temps de comprendre s'ils sont dans la liste de on va dire ces entreprises-là qui peuvent être subventionnées ou qui seront remboursées, ou non. Mais ce que moi je retiens ici, c'est l'obligation de rendre compte. Pourquoi aujourd'hui des gens ils se complaisent à circuler sans être inquiétés quand bien même ils savent qu'ils doivent à l'État? Que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de la mouvance, j'allais dire, ou de l'opposition, il faut que ces personnes commencent par se poser des questions. S'ils ont encore le peu de sous qu'ils ont volés et qu'ils l'ont encore dans les comptes, Aziz Adam Solé, vous n'êtes pas juge, vous ne travaillez pas au tribunal. Qu'ils aient au moins l'amabilité et trouver la formule pour pouvoir restituer ces sous. De toute façon, on l'a dit, la justice fera son point, mais nous sommes tous confiants qu'il y a des placards comme justement ce PPA2, le dossier des machines agricoles, beaucoup d'autres dossiers qui sont sous tapis. Nous avons également aussi ce dossier-là de l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est la justice qui fera son travail, mais ce dont nous sommes convaincus, il faut que ces personnes-là, si réellement, entre-temps, puisqu'il y a la présomption d'innocence, si réellement ils étaient impliqués dans ces différentes affaires, il faut qu'ils puissent pouvoir rendre gorge. Et qu'ils soient à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays, il faut qu'ils puissent avoir l'honnêteté de reconnaître qu'à un certain moment, dans la gestion, il y a eu faille. Et ça, c'est des cas encouragés. J'ai parlé du dossier PPA2, j'ai parlé, du dossier machines agricoles, le dossier de l'Assemblée nationale, et que sais-je encore, beaucoup d'autres dossiers que nous, entre-temps, avons pensé qui sont des dossiers déjà classés. Mais voilà un dossier qui refait surface et qui nous reconforte dans notre position, nous, population, tout simplement, que la justice fasse son travail et que ces différentes entreprises-là qui, pour des raisons de vérification, n'ont pas encore eu l'occasion de se faire élire dans la liste, si les conditions sont remplies, justement qu'on puisse leur rembourser leur dû. Et l'autre chose que moi je voudrais saluer dans cet élan, c'est aussi, on a tout le temps voulu dire que le hautement social, écoutez, ce n'est pas de partager des bouts de pain à chaque habitant. Moi, mon humble avis, je pense que c'est une autre forme du hautement social tel que ça a été annoncé, dans la mesure où, si entre-temps, le Béninois lambda ne s'acquittait pas de ses droits au quotidien, les impôts et tout ça, mais l'autre question, où est-ce que le gouvernement a trouvé les sous pour pouvoir restituer, comme on appelle, ces sous-là à ces entreprises? C'est aussi ça, l'autre paire de manches. Comme quoi, on a dit à un certain moment, il faut serrer la ceinture, mais aujourd'hui, si on arrive aujourd'hui à rembourser des personnes qui sont dans leurs droits, écoutez, c'est parce que c'était pour un objectif que ces sous étaient déposés. L'accent est mis sur les prestations d'ordre intellectuel, notamment. Prosper Vondia encore, un scandale financier enregistré sous le régime de Boni Yahi en 2018, novembre. L'actuel régime a mis sur pied un comité interministériel. Voilà les résultats, les premiers résultats du comité, disons 5 ans après.
Je pense que un travail minutieux a donc été fait. Je pense qu'on ira au bout de ce processus parce que le patron d'entreprise qui a postulé et qui a obtenu un marché ne doit pas recevoir ces coûts qui sont issus de la corruption. On ne doit pas payer le prix de la corruption parce qu'on est patron d'entreprise ou qu'on a reçu un marché. Si vous avez exécuté votre marché, si vous avez commencé à exécuter votre marché, eh bien vous devez recevoir ce qui vous revient de droit. Et on sait ce que ça veut dire obtenir un marché au Bénin. Bon, obtenir un marché de façon générale, c'est pas que quand le marché est obtenu, on vous remet ce qui vous revient, le prix, l'argent pour aller exécuter le marché. C'est que vous exécutez, vous finissez d'exécuter, vous venez déposer les factures qui vont avec et puis vous êtes payé. Voilà des gens qui ont reçu des marchés dans ce projet intellectuel ou marché technique de tout genre et qui sont déjà à l'œuvre avant que le processus ne soit arrêté, avant que la coopération en son temps, le projet ne soit arrêté, le PPA2. Et donc des gens ont déjà mis des moyens. Moi, je trouve humain le chef de l'État et je trouve humaine la réaction à l'issue des enquêtes quand on parle de ce projet parce que l'individu, le Béninois qui est patron de son entreprise et qui a presté ne doit pas subir ce qui voulait arriver si éventuellement un gouvernement ne s'impliquait pas jusqu'à ce point. Ils ont mis leurs moyens, il faut que logiquement les moyens leur reviennent. C'est vrai que le gouvernement de Patrice Talon n'est pas obligé de le faire, mais puisque l'État a une surtout continuité. Que les relations entre le Bénin et les Pays-Bas ont été rétablies. Voilà, donc logiquement, donc un gouvernement responsable doit rétablir entièrement la confiance à tous les niveaux pour montrer à ses partenaires que oui, nous n'avions pas, le dossier n'est pas classé, c'était pas de gaieté de cœur que la coopération, le projet était arrêté, parce que les gens doivent revenir dans le processus, les marchés doivent continuer, la coopération, les aides doivent continuer. Donc si il n'y a pas ce minimum de confiance, si on ne restitue pas la confiance de cette façon, les gens se poseront la question de dire, si nous retournons encore avec des coopérations, si nous retournons encore avec des aides à ce pays, est-ce que ces entreprises qui un temps avaient presté et qui ont été lésés, oubliés, qui ont été peut-être punis d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'ils ne vont pas être revanchards dans les réactions qui vont suivre? Est-ce que les gens ne vont pas se faire payer pour un service déjà établi dans un autre processus? Est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir nous taper dans le dos d'une autre manière et qu'on va retourner dans les mêmes faits encore? Donc je pense que le gouvernement a bien fait de rétablir la confiance comme ça, montrer aux gens que si vous revenez, nos entreprises comprendront et feront du bon boulot parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas marginalisés par la suite. Donc, les choses se passeront bien. C'est une façon pour moi de rétablir la confiance avec les partenaires, pas forcément avec les entreprises à l'interne, mais avec les partenaires, avec ces aides qui nous viennent souvent pour dire, oui, nous sommes prêts à continuer la collaboration parce que nous faisons les choses dans les règles de l'art. Les entreprises, c'est vrai, certains ont déjà oublié que quelque chose comme ça allait revenir. Les gens ont déjà perdu. Les gens ont déjà dit, bon, on a perdu, on continue, et puis voilà, c'est la vie, on perd ou on gagne. Mais je pense que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une façon humaine de rétablir la confiance et de redonner confiance aux partenaires qui doivent encore nous accompagner parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Quand on dit pays en voie de développement ou pays sous-développé, c'est du chemin encore à faire. Donc si vous ne trouvez pas la formule de bien lier les partenaires avec vos projets, vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas réaliser vos projets. Donc le chef de l'État a fait pour moi ce que j'appelle le rétablissement de la confiance, pas avec l'interne, mais avec les partenaires qui se posaient beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut retourner encore dans ce pays où les gens ont déjà mal au cœur? Est-ce qu'il faut confier encore un projet à des gens qui sont déjà frustrés, qui sont déjà négligés, qui ont déjà perdu? Est-ce qu'il faut leur confier encore un projet? Je pense que ce qui est fait, c'est une manière de dire nous sommes prêts, nos entreprises ne pleurent pas ce qui s'était passé, ils sont en confiance, elles sont en confiance, cette entreprise, et peuvent désormais collaborer de la plus belle des manières. Donc je pense que c'est à saluer, il faut saluer le gouvernement pour ce geste, pour moi, noble. Merci à vous, Prosper Fondiaunko, le gouvernement qui projette l'image d'un Bénin responsable. De Cotonou, je vous embarque pour Dakar, c'est dans la rubrique Interactu. Et je reviens à vous, Augustin Sodinou. La justice sénégalaise a ordonné la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. C'est un feuilleton politico-judiciaire à plusieurs rebondissements, finalement.
Eh oui, nous suivons avec intérêt ce qui se passe dans la sous-région. Et ce feuilleton Ousmane Sonko est à plusieurs épisodes et à plusieurs rebondissements. Et là, le 14 décembre, la justice a encore autorisé, la justice a autorisé, a ordonné de Ousmane Sonko sur la liste électorale. Ce qui, on pouvait pas jurer de ce que ça pouvait être ainsi. En ce sens que la condamnation a ses implications et ses conséquences. Et donc, et tel que la situation se présente, on se posait la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait sauvegarder la paix au Sénégal, car les partisans de Ousmane Sonko ne démordent pas et la tension est suffisamment haute. Et nous prions Dieu de toutes nos positions en se demandant, Seigneur, est-ce que tu peux venir en aide à ce pays, parce que l'engagement politique de Ousmane Sonko, l'engagement de ses avocats et sur le plan juridique pour se défendre était sans équivoque que c'est une question d'aller jusqu'au bout. Mais cela m'interpelle en ce sens que lorsque nous avons même des affaires politiques et qu'il y a des implications juridiques, qu'il faut faire la bataille sur le plan juridique. Il ne suffit pas, parce qu'on a une casquette politique et qu'on a des problèmes sur le plan juridique, alors de rester seulement sur la bannière politique et ne pas faire le combat sur le plan juridique et continuer à dire c'est parce que je suis politicien et c'est parce que je suis opposant qu'on est en train de me traiter comme ça. Il y a plein d'affaires dans notre pays où des gens qui ont de coloration politique ont des démêlés avec la justice. Au lieu de continuer le combat sur le plan juridique, je vous assure, le président Patrice Talon... Augustin Sodji, nous sommes à Dakar, nous sommes au Sénégal. Oui, bien sûr, mais ce qui se passe à Dakar... ce qui se passe à Dakar, je voudrais... Non, mais parce qu'au Bénin, nous faisons beaucoup d'amalgames. Surtout avec le pouvoir qui a fait 10 ans et qui a fait la question que, pardonnez, que j'en parle, la question de PPA2 que nous venons de traiter. On va évoluer dans le débat, Augustin Sodji, on revient dans le contexte d'Ousmane Sonko. Alors, ce que j'essayais de dire et que vous n'avez pas envie d'entendre... Non, même pas, nous sommes tenus par le temps. Oui, bon, c'est que Ousmane Sonko est un politicien opposé au pouvoir du président actuel du Sénégal. Macky Sall. Et... dans le même temps, on lui reproche des faits, ce qui a conduit même à sa condamnation et à son emprisonnement. Mais il n'est pas resté seulement sur la bannière politique pour dire « je suis politicien, c'est pourquoi j'ai des problèmes à la justice ». Il a commis des avocats, il a fait la bataille juridique, comme quelqu'un que je veux bien nommer, qui a eu des démêlés dans ce pays, mais qui a toujours fait la bataille. Quelqu'un dit « j'ai pardonné ». On vient faire un discours à la télé, on dit j'ai pardonné. Qu'est-ce que ça a à voir avec la justice? Il faut faire le combat juridique, il faut le faire et gagner. Et Sonko l'a fait et gagné. Je souhaite que le meilleur gagne au Sénégal et que la paix règne dans notre sous-région pour le bonheur de nos populations. Aziz Adam Soulé, doit-on vraiment se réjouir quand on sait que récemment, le juge de Ziguinchor avait déjà remis Ousmane Sonko en course et que la direction générale des élections s'est opposée à cette décision? Moi, je suis un peu sceptique, vous le dites si bien, un peu sceptique compte tenu du temps qui reste à Ousmane Sonko pour se repositionner. Et l'autre chose aussi, je me pose la question de savoir... et il a jusqu'au 26 décembre. Jusqu'au 26 décembre, voyez, tout ça pour ça. Voilà, je pense que le délai est très... Une course contre la montre. Le délai est très court et je me pose réellement la question de savoir s'il va pouvoir parvenir à ses fins. C'est vrai qu'il a une masse de soutien derrière lui, des jeunes engagés pour la cause comme lui. Mais on a observé des scènes de je me pose, je me dis, mais pourquoi tout ça pour ça finalement? Tantôt, il n'est pas éligible. Moi, je pense qu'on a perdu du temps, tout simplement. Partira pas. Ou ne partira-t-il pas? Je pense qu'on a perdu du temps. Quelque part aussi, est-ce que les faits ne lui donnent pas raison aujourd'hui? Il a estimé en son temps avec des preuves, mais il y a des faits qui sont mis à sa charge. Il a estimé que le régime de Macky Sall veut l'empêcher de se présenter aux élections. Tout un tas de situations qu'on a pu voir, tout ce feuilleton-là à plusieurs épisodes, le feuilleton Ousmane Sonko, comme on peut le dire. Je pense que le délai est très court, mais je crois à la jeunesse de ce pays-là.
au nom de la vérité, au nom également de la justice, si il est éligible, c'est vrai que la justice a déjà donné son quitus, si réellement il peut se donner les moyens de le faire, je pense qu'il sera l'un des candidats les plus redoutables pour en tout cas le premier tour. Prosper encore, tel un phénix, Sonko qui revenait de ses cendres. Quelles sont surtout ses chances, selon vous, de participer à la présidentielle de février 2024? C'est vrai que nous en sommes encore loin de la fin de ce feuilleton, on est encore loin. La justice n'a pas remis Ousmane Sonko sur les listes électorales. La justice a ordonné qu'il soit remis sur les listes électorales. Donc, c'est encore du chemin à faire. Et que le temps presse. Vous l'avez dit, le 26 décembre n'est plus loin. C'est un combat à faire encore. Mais je pense que si éventuellement, il peut rattraper ce temps, ce qui est quasiment impossible, il n'est pas encore sur les listes électorales pour aller déposer sa candidature. Il faut qu'il soit remis sur les listes d'abord avant d'agir en ce sens. Qu'il obtienne les parrainages aussi. Voilà. Exactement. Éventuellement, ça va être compliqué qu'il soit candidat. Et j'ai l'impression que c'est un plat qui a été cuisiné depuis très longtemps, exprès. Et quand je vois le délai, je me posais la question de savoir c'est quelle justice qui s'est comportée comme ça dans un pays. Bon, ça veut dire qu'il y a des justices... les gens ont fait preuve d'indépendance un peu, d'accord, c'est possible. En Afrique, c'est rare, c'est très rare de voir de la justice de cette façon indépendante. Dans ces situations, c'est compliqué. Mais c'est arrivé, on s'est posé la question de savoir, est-ce que c'est de l'indépendance, d'accord, on va voir la suite. Mais la suite, c'est que Ousmane, oui, vous êtes sur les listes électorales, vous pouvez aller aux élections, mais vous n'avez plus le temps de rattraper ce gros temps que vous avez déjà perdu. Réunir les parrainages, les dossiers et tout avant le 26 décembre, ça va être compliqué, sauf si on revient sur la date. Mais je ne pense pas qu'on le fera parce que Ousmane Sonko n'est pas candidat. C'est déjà une victoire qu'il soit remis sur les listes électorales. C'est déjà une victoire d'avoir ce droit citoyen de participer au vote tout au moins. Mais je pense que les chances sont réduites au cas où il va déposer les dossiers, d'accord, parce que déjà les peuples africains qui n'aiment pas trop l'injustice dans ces cas, quand on rentre dans le domaine de la politique, quand on a l'impression que le pouvoir en place s'est acharné contre vous, vous êtes choyé d'une autre manière. Donc, d'une autre manière. Donc, je crois que oui, il est sur les listes, mais il ne pourra pas faire la course. Le temps est très court. Et pour moi, ça a été un plat bien cuisiné, bien préparé. On vous aura compris, le cas Sonko, c'est une équation à plusieurs inconnus. Voilà, toujours derrière les barreaux. Pourra-t-il battre campagne depuis la prison? Je suis d'un avis un peu contraire à ce que vous déclarez. Vous savez, Ousmane Sonko, c'est un combattant. Et on ne se lève pas pour s'opposer à un pouvoir et vouloir prendre le pouvoir au hasard. Les parrainages, j'ai lu un peu les tests au Sénégal. Ce n'est pas forcément les maires, les députés comme chez nous. C'est l'ensemble de la population, un certain nombre de voix qu'il faut recueillir. Et même si à 22 heures, il est rétabli sur la liste, on va réunir ces signatures-là. Non, il va l'être. Une chose est d'ordonner son rétablissement et une autre est que cela soit effectif dans les faits. Augustin Soginou. Ne perdez pas de vue que la justice avait déjà ordonné une fois qu'il soit réinscrit. Mais cela a été court-circuité. Cela a été court-circuité. Et vous n'imaginez pas tout le combat qui était resté. C'est pourquoi moi je lançais même un appel à tout politicien possible. À tout bord politique possible, que lorsque vous êtes dans la course politique, vous ne devez pas perdre de vue la bataille juridique que vous devez faire. Quand on fait la bataille, quand on est un combattant, on fait la bataille. Et je me rappelle d'une phrase du président Patrice Talon, au cours d'une réunion à la veille d'une élection au Bénin, il disait aux gens, si moi j'étais à votre place, j'irais à cette élection. Je ne soutiens aucun candidat au Sénégal, que le meilleur gagne, mais je souhaite vivement que Ousmane Sonko se présente à cette élection et que le meilleur gagne. Souhait partagé, bouclons à présent la boucle avec la dernière rubrique de l'émission, Potin de la toile.
Prosper Vondiankor, ce sont des images devenues virales à cause de leur caractère insolite. Le mariage collectif de 123 gendarmes en Côte d'Ivoire, plus précisément à la caserne d'Agban. C'est la 3e édition de ce type de mariage vraiment atypique. Vraiment atypique. Quand j'ai vu les images, j'ai automatiquement pensé à un fake news avant de joindre des relations pour savoir si effectivement quelque chose comme ça s'est passé. On m'a dit oui, c'est vrai, et que ce n'est pas la première fois. Je pense que c'est vraiment insolite et ça remet beaucoup de choses en question. Est-ce que tout le monde est vraiment d'accord pour faire de pareilles choses? Est-ce que dans le lot, je veux croire que les frères d'âme se sont entendus pour dire allons ensemble, peut-être pour que ça nous coûte moins cher, parce qu'on fera les choses ensemble, on va collaborer financièrement, parce qu'on n'a pas les grands moyens ici. Je veux croire que les frères d'âme se sont entendus, mais ce qui ne s'est jamais produit au monde, quand vous voyez ça, ça vous étonne toujours. Donc moi j'ai été étonné, j'ai été surpris de voir cela. Et je me dis, comment les gens ont pu réfléchir ensemble pour en arriver à cette fin? Quel est le but visé? Pourquoi de pareilles choses? Pourquoi un mariage collectif? Est-ce que c'est pour éviter les dépenses ou c'est pour éviter quoi? C'est pour se faire des témoins et éviter des divorces par la suite? Je n'ai rien compris. Je me dis, attendons pour voir ce que ça va réserver par la suite. Est-ce que ça va faire école? Est-ce que ça ne va pas faire école? Je me suis posé énormément de questions sur la situation. Je me suis demandé, peut-être que si c'est bon, les gens vont copier des choses comme ça. Quand les élèves policiers vont sortir de l'école, on va organiser leur mariage ensemble, on va leur permettre de se marier ensemble. Est-ce que ça va éviter peut-être que les gens gaspillent des ressources en fonction pour ne pas pouvoir réaliser leur vie? On fait ça publiquement pour que le public sache que oui, il est marié, Y, il est déjà marié, j'ai vu de mes propres yeux qu'il est marié. Donc est-ce que ça va éviter quelque chose, je veux dire, un peu le fait que les hommes puissent aller mentir en ville? Est-ce que ça a une raison comme ça? C'est beaucoup de questions que je me suis posées et je me suis dit que certainement les gens ont une raison pour le faire. Quand vous vous mariez publiquement de cette façon, ça vous évite peut-être le fait de disposer de ces maîtresses derrière à qui vous pouvez mentir facilement. Aziz Adam Soulé, avez-vous des réponses aux questions de Prosper Vondiankor? La Côte d'Ivoire, c'est un pays très attaché au buzz. Oui. Est-ce que le buzz se retrouve encore au niveau de la gendarmerie? Ça dépend de la façon dont chacun fait son analyse. Je voudrais juste rassurer Prosper, pas au nom de ces gendarmes-là. Quand bien même ils sont mariés, rassurez-vous, s'ils ont des maîtresses dehors, ben, écoutez, ils le feront. Non, mais pour répondre à votre question... C'est difficile de mentir. On vous a vu à la télé. On vous a vu à la télé, mais est-ce que c'est tout le monde qui vous a vu à la télé? C'est là aussi notre interrogation. Non, mais pour répondre, pour dire que, vous savez, ça a l'air vraiment banal. C'est d'ailleurs ce qui a suscité sans doute ce sujet-là sur votre plateau. Moi, je vois un aspect qui, certainement, ne vous aura pas échappé, c'est l'union. L'union, on est dans un corps de métier, on sait que l'armée c'est la grande muette et tout, c'est des frères d'âme. Mais moi, tout de suite, quand j'ai vu les images circuler, moi j'ai été séduit. C'est vrai que c'est la 3e édition justement parce que chaque année, ils rééditent l'histoire. Moi, j'ai plutôt vu un aspect unificateur. Voilà des gens d'une corporation qui ont décidé un esprit d'équipe. Un peu comme quand ils vont en mission, cette fougue-là, cette motivation, cette dose de motivation qu'ils ont, la symbiose, vous vous imaginez, et même les responsables de choses de la gendarmerie, c'est un message qui sont en train de passer, à mon humble avis, à ce corps-là, et vivement que moi, je le souhaite par ailleurs que ça fasse école même au Bénin et même dans d'autres pays de la sous-région. Pourquoi? Simplement parce que vous imaginez des personnes avec qui vous avez fait un chemin, le jour le plus heureux, ma foi, pour vous, le grand jour de votre vie, vous le partagez encore en équipe. C'est des moments assez forts, c'est des moments inoubliables. Et dans les relations humaines, c'est des moments qu'on ne peut jamais laisser partir. Et au-delà même de ce caractère unificateur, Prosper parlait tout à l'heure, il s'est posé la question, je crois bien, de savoir à quelle fin. Chez moi, la finalité, quand je l'ai analysé, à quelle fin? C'est pour dire également à ceux-là qui sont dans l'armée et qui, d'une manière ou d'une autre, se posent des questions, ils sont encore dubitatifs pour se faire légaliser. C'est une manière aussi pour eux de leur dire, écoutez, c'est pas impossible, le moment est venu pour vous de le faire sans grande honte. Oui. Donc c'est l'analyse que je pourrais en faire. Augustin Sodino, lecture? Non, mais moi je pense que cette manière de faire, pour célébrer le mariage des officiers, des sous-officiers de la gendarmerie en Côte d'Ivoire, je pense sincèrement que ça répond à un besoin.
ne perdez pas de vue que la jeunesse aujourd'hui est frileuse. Quand on lui parle de questions de mariage, je m'excuse. Le but est aussi pédagogique. La jeunesse, dans ce sens-là, refuse d'être responsable. La jeunesse n'a pas envie de s'engager. La jeunesse se dit, il y a encore plein d'horizons à explorer. Et la jeunesse se laisse aller dans le piège de « j'ai encore le temps ». Alors donc, voilà un responsable de la gendarmerie en Côte d'Ivoire qui a certainement senti qu'au niveau de sa troupe, cette question, il y a un vide à combler. Alors donc, c'est tellement qu'il est allé dans une démarche pour les encourager. Et vous voyez, quand une seule personne célèbre un mariage, la beauté, l'éclat que ça donne ne peut pas être le même éclat que quand ça se fait avec une centaine de personnes, une centaine de couples. Vous voyez? Et au cours de cette cérémonie, vous avez écouté les conseils qu'on leur a prodigés. Dans votre milieu, soyez des exemples. On a envie alors d'envoyer cette troupe de la gendarmerie, donner, voilà, des missionnaires, donner un signal dans la société pour dire, écoutez, jeunes, engagez-vous, allez vers le mariage. Construisez votre foyer. Ne restez pas dans le piège où on pense qu'on a le temps. Il y a plein d'horizons à explorer. Vous parlez comme un pasteur. Oui, bien sûr, qu'il le faut, parce qu'aujourd'hui... Et votre habillement va avec. Merci. Non, mais aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, des filles ou des jeunes dames avec des enfants sans mari, quand vous voyez des jeunes qui, peut-être même hier, étaient mariés, mais qui ont divorcé, et que tout le monde veut être libre, on ne veut pas s'engager, ce n'est pas bien pour la construction. Nous invitons les uns et les autres à beaucoup prendre leurs responsabilités et à avancer. Je pense que la gendarmerie, je pense que sous le leadership de leurs responsables, a envie d'avoir cette mission sociale. Merci à vous, Augustin Sodinou. Une troupe responsable. Voilà. Alors, ce sera tout pour cette émission. Je le rappelle, vous êtes Augustin Sodinou, analyste politique, orateur aussi. Merci. Merci à vous. Aziz Adam Souley, journaliste et analyste politique. Merci également. C'est moi. Prosper Vondier-encore, rédacteur en chef adjoint du CAP FM. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur et peut-être que nous aurons l'occasion de venir débattre des sujets relatifs à notre très cher et beau pays, le Bénin. C'est ensemble qu'on va le construire. Un coucou à notre cher doyen Jérôme Carlos. Oui. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission, Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.